avez dit Calliope, quelque part, Mhm. ça ne suffit pas pour accéder au CPF. On sait qu'aujourd'hui, pas mal d'organismes de formation, de centres de formation souhaitent faciliter le paiement de la formation par le biais des dispositifs de financement qui existent. Donc, si Calliope ne suffit pas, il faudra, d'après ce que j'ai compris, il faudra également avoir des formations dites certifiantes ou Exactement. diplômantes, Exactement. c'est-à-dire enregistrées au répertoire spécifique ou Exactement. au répertoire national des certifications professionnelles. Exactement. Est-ce que vous pouvez vous développer un peu ce point-là? Bah, en réalité, ce point-là, même Salim, de façon très modeste, tu me poses la question. Je pense que tu maîtrises les fondamentaux par rapport à ça. Donc, entre guillemets, quand on ouvre une structure, que ce soit une société dans n'importe quel secteur d'activité ou alors un organisme de formation, il y a quand même une notion de maturité à avoir. Donc, effectivement, quand on crée son organisme de formation, typiquement nous en 2018, on n'avait pas la maturité forcément d'avoir cette vision-là, de se dire, bon, bah, effectivement, on a une proposition de valeur qui est intéressante, parce qu'en réalité, c'était ça qui nous a vraiment motivés. C'est qu'on sait qu'avec notre parcours de formation, les personnes qui suivent ce parcours-là, ils vont trouver un emploi, ils vont devenir ingénieurs, et ils vont avoir des perspectives de carrière qu'ils n'auraient potentiellement jamais eues dans leur vie. C'est ça qui nous a motivés, donc cette proposition de valeur-là. Mais derrière, aujourd'hui, quand on va finalement pérenniser son organisme, on doit finalement faire le matching entre le besoin des entreprises et la valeur d'usage finalement de notre formation par rapport aux besoins des entreprises, mais quelque part également par rapport finalement à la réglementation et au fonctionnement de la formation professionnelle continue. Donc aujourd'hui en France, ce qui est très bien, qui est une force, c'est qu'on arrive finalement à réguler pour chaque métier, plus ou moins, les titres qui vont légitimer la compétence et la connaissance. Donc on va avoir des diplômes, on va avoir des CAP, on va avoir des BEP, on va avoir des baccalauréats, et ainsi de suite, des licences, des BTS, des DUT, pour à un moment donné dire, je statue que à tel niveau de formation, en passant telle certification ou tel critère par rapport à un examen, on a une valeur entre guillemets de diplôme à l'instant T. Et ça, c'est une force parce que ça facilite finalement les choix des entreprises. Donc quand on fait des critères, finalement, et des grilles de rémunération, etc., on se base sur ça. Je ne dis pas que c'est excellent et que c'est comme ça qu'il faut faire en termes d'équité, de justice et de justesse. En revanche, ça facilite quand même les choses. Donc quand on a eu cette vision de se dire, bah, c'est bien que notre formation, elle permette de trouver un emploi, on s'est dit c'est quand même bien si jamais elle peut également être certifiante finalement. Parce qu'au-delà de l'aspect financier, c'est quand même une valeur finalement très forte pour les personnes qui vont suivre ce parcours-là, qui est court mais qui sera certifiant. Donc on travaille avec le GASC, qui est une organisation internationale au niveau du test logiciel, qui finalement délivre des titres qui étaient auparavant inscrits au répertoire spécifique et qui facilitait en gros les partenariats pour l'organisme de formation. Donc très longtemps on a formé avec le GASC en faisant certifier nos formations, mais aujourd'hui on a d'autres enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on forme des personnes qui sont sorties de la formation initiale et qui ont travaillé bien entendu et qui ont des expériences professionnelles et qui vont faire nos formations à nous. En revanche, aujourd'hui, on va avoir d'autres profils, des personnes qui sont dans la formation initiale, en BTS, en licence, et qui veulent se former au niveau des tests logiciels. Pour eux, on n'a rien à leur proposer. Pour eux, aujourd'hui, on n'a rien à proposer, dans le sens où ils ne seront pas assez matures potentiellement pour trouver l'opportunité professionnelle. Donc on s'est dit, il faut qu'on revoie notre modèle, il faut qu'on revoie notre vision, et c'est pourquoi aujourd'hui on travaille avec des partenaires sur des titres RNCP, sur des titres RS, qui pourraient nous faciliter finalement cette norme de certification qui est nécessaire pour pérenniser finalement sa structure juridique. Très bien. Vous avez parlé du titre RS, RNCP, c'est très clair. Mais est-ce que vous pouvez juste nous faire la différence entre ces deux titres-là qui n'est pas potentiellement très clair pour tout le monde? C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, c'est pas très clair. Et c'est vrai qu'en France, on aime beaucoup avoir des appellations, des abréviations, Mm. des acronymes. On est spécialiste là-dedans en France en Mm. général. Mais chaque chose est à sa place, entre guillemets. Là, il y a RS, RNCP, ça c'est simple. Au niveau du répertoire spécifique, on va certifier des compétences. Très simple, des compétences. Tout simplement, si on va prendre un exemple dans l'informatique ou dans d'autres domaines, on peut prendre l'exemple de l'automobile. Si jamais on veut certifier une compétence, on peut certifier la compétence finalement du polissage, du lustrage, finalement du nettoyage automobile. Ça, ce sont des compétences. Maintenant, au niveau du RNCP, on va certifier des métiers, plutôt mécanicien à ce moment-là, ingénieur, qualité, etc. Donc ça, c'est le métier en lui-même qui va lui s'appuyer sur des compétences. Donc pour un même métier, en réalité, on peut avoir différentes compétences qui elles-mêmes seront en elles-mêmes certifiantes. Très bien. Domingo, on arrive bientôt presque à la fin de notre interview. Euh, Est-ce que vous pouvez, comment faire vivre le système qualité au quotidien dans son centre de formation? C'est une très bonne question.
Et je pense que en réalité aujourd'hui, je vais essayer de m'adresser à deux niveaux. Donc les personnes qui vont choisir finalement un organisme de formation et les personnes qui ont elles-mêmes un organisme de formation. Donc moi, comme j'ai dit, je suis auditeur indépendant pour un certificateur. Donc j'interviens dans des missions d'audit Qualiopi, typiquement. Donc je rencontre d'autres profils, d'autres problématiques au niveau des entrepreneurs et des personnes qui gèrent ou qui ont des centres de formation. J'ai également mon propre organisme de formation. Donc en ayant les deux regards, finalement, entre la gestion de l'organisme de formation en elle-même, la proposition de valeur, les enjeux économiques, financiers, etc., et qu'on garde les enjeux au niveau de la partie qualité, on se dit, c'est irréconciliable. On me demande autant de choses, mais en même temps, j'essaye de moi me développer, de comprendre, etc. On se dit, mais j'y arriverai jamais, au final, quand on vient de commencer. Ou alors on se dit, c'est trop exigeant, il y a trop de papiers, c'est trop lourd, il y a trop de processus. Mais en réalité, finalement, ces exigences-là elles permettent très simplement pour la personne qui doit choisir un organisme de formation, d'y voir clair. Est-ce que cet organisme de formation-là, est-ce qu'il est certifié Qualiopi? En général, beaucoup. Est-ce que ces formations, elles sont certifiantes? En général, toutes écrivent formation certifiante. Mais qu'est-ce que ça veut dire certifiant? Moi, aujourd'hui, j'ai suivi cette interview-là avec Salim, notamment au cœur de la qualité sur lequel moi je suis intervenu. Bah ok, je sais qu'il y a un répertoire spécifique, je sais qu'il y a le répertoire également national des compétences professionnelles. Donc, je sais qu'il y a le RNCP et le RS. Donc je me dis certifiant, faut que ça tombe dans l'une des deux cases. Et là, finalement, je me dis, si l'organisme de formation, il a fait tous ces efforts-là, c'est que c'est un organisme de formation qui va être sérieux, en tout cas qui se projette. Si je vois qu'il n'y a rien de tout ça, même s'il peut avoir une valeur extrinsèque de la formation que je vais suivre, je me dis que quand même, il y a peut-être des sujets au niveau de l'ambition qu'ils ont eux-mêmes pour leur formation. Ça, c'est pour la personne qui va choisir la formation qu'il va avoir. Maintenant, pour la personne qui est dans le domaine de la formation professionnelle, qui est soit gestionnaire de formation, ou alors dirigeant, ou alors formateur, ou intervenant extérieur, vacataire, etc. L'idée de la qualité, c'est qu'en fait, c'est du bon sens en réalité. D'accord? Dans le système qualité, au-delà d'avoir été conforme à un instant T de l'audit initial pour le Qualiopi et à un instant T plus 1 au niveau de l'audit de surveillance, l'idée c'est de se dire, bah, tout ce que j'ai appris, toutes ces choses-là, comment moi je vais les faire vivre dans mon organisme? Parce que si l'État me demande ça, même si on peut avoir des a priori, c'est pas pour rien, d'accord? Et quand on voit les différents critères et qu'on voit les différents indicateurs, on sait que c'est pour finalement la transparence, la pérennité et le fait que cet organisme-là il continue à vivre sans être finalement tombé dans des écarts qualité ou dans des difficultés qui permettraient de compromettre soit la réputation, soit la qualité des prestations qui seront délivrées. Et donc le système qualité en réalité qui a été mis en place à un instant T, puisque en général, les organismes de formation arrivent à avoir cette certification-là, c'est le faire vivre. Et pour le faire vivre, c'est pas une question de ressources en réalité, c'est plutôt une question de processus et comment est-ce qu'on fait vivre, les choses. Donc, faut faire intervenir finalement à l'instant T les ressources qui vont être nécessaires pour challenger un peu les choses qui seront faites par les formateurs ou par les apprenants ou les gestionnaires et faire en sorte que la qualité soit l'affaire de tous et pas l'affaire à un instant T d'une équipe ou d'un intervenant extérieur. C'est un challenge, ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en 2 jours, ça se fait pas en une semaine ni en un mois. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir, des processus qu'il faut mettre en place, les outils qu'il faut choisir et faire en sorte qu'à chaque fois finalement on se renouvelle et en prenant les retours, parce que finalement c'était dans l'exigence du référentiel qualité, d'avoir finalement les retours des parties prenantes, les financeurs, les apprenants, les formateurs, dans le public qui pourra être amené à suivre nos formations. Donc avec ces retours-là, ces retours finalement sur prestations et sur formations qui pourront être faits, finalement l'organisme fait vivre sa qualité parce qu'il voit le résultat. La qualité, souvent on pense que c'est abstrait. C'est pas abstrait en réalité la qualité. On le voit de façon directe ou en termes de KPI, on va voir ces indicateurs-là et ça va nous conforter dans cette démarche-là. Et en réalité, la qualité, c'est l'affaire de tous. Hein. Donc qu'on soit commercial, qu'on soit gestionnaire de formation ou alors tout ce qui serait lié au métier de la communication, tout le monde, la qualité, c'est l'affaire de tous. Et c'est en faisant de la qualité l'affaire de tous, finalement, qu'elle se concrétise au niveau de l'organisme. Très bien. Finalement, la qualité, le cœur, c'est l'amélioration continue. Exactement. C'est la satisfaction des différentes parties prenantes. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Domingo. Je vous en prie. C'est un honneur pour moi d'être ici. Bien entendu, on reste bien entendu disponible hein, chez Ingenius Lab ou alors j'imagine chez Certiflab aussi pour répondre aux différentes questions et pourquoi pas aller plus loin dans le détail puisque c'était assez rapide. Certaines notions je suis allé assez vite, mais n'hésitez surtout pas à nous solliciter sur les réseaux et ce sera un plaisir de répondre à vos différentes questions. Merci encore. Je vous en prie, monsieur Touré. À très bientôt. À bientôt.